ce que je vais être dans 20 ans, parce que d'abord, ça me fait affreusement peur de vieillir. La veille de sa mort, France Gall a murmuré à son fils une phrase que personne n'a jamais entendue. Une phrase si troublante que Raphaël avoue aujourd'hui qu'elle a hanté toutes ses nuits. Ne laisse pas ce que tu ignores encore te détruire. Pourquoi ces mots? Et quelle vérité terrifiante se cachait derrière ce dernier souffle? 7 ans plus tard, il brise enfin le silence. Voici ce qu'on ne vous a jamais dit sur la fin atroce de France Gall. Mais comment une icône si lumineuse, adorée dès son enfance et portée par l'Eurovision au rang de phénomène européen, a-t-elle pu cacher une fin aussi bouleversante? Comment une icône si lumineuse, adorée dès son adolescence et portée au rang de légende vivante, a-t-elle pu dissimuler une fin aussi bouleversante, une vérité que même ses plus proches n'ont jamais osé affronter? Car derrière la blonde radieuse des plateaux de télévision, derrière les refrains légers devenus patrimoine national, se cachait une femme qui portait en elle des blessures profondes, des silences trop lourds pour être confiés au monde, et que son fils, longtemps, n'a pas su comment apprivoiser. France Gall a traversé la vie comme on traverse une tempête en gardant le sourire, mais chaque victoire publique masquait un combat intime qu'elle menait seule, parfois, jusqu'à l'épuisement. Isabelle Gall, que la France baptisa France comme pour la réclamer entière, n'a pourtant jamais trouvé dans la gloire la paix qu'elle espérait. Au fil des décennies, ses succès semblaient se mêler à des zones d'ombre qu'elle ne parvenait plus à dissiper. Raphaël, dans ses confidences récentes, raconte que sa mère n'a presque jamais parlé de ses peurs. Elle avait appris à les dissimuler sous la lumière des projecteurs, comme si la scène était à la fois un refuge et un masque. Il se souvient d'une femme dont la fragilité n'apparaissait qu'à huis clos, une fragilité qu'elle redoutait de laisser transparaître, consciente que le public ne voit jamais que ce qu'il veut voir. Et pourtant, au-delà des tubes, des trophées, des tournées triomphales, France Gall souffrait d'une solitude dont elle ne parvenait pas à se défaire. Les pertes successives, les deuils qui l'avaient brisée, avaient laissé en elle des cicatrices invisibles mais brûlantes. Le monde applaudissait, mais elle, certains soirs, restait immobile devant son piano, incapable de jouer une seule note, comme si la musique elle-même était devenue trop lourde à porter. Raphaël décrivait souvent sa mère comme une femme debout par nécessité, et non par force. Après la disparition de Michel Berger, puis celle de Pauline, elle avait appris à survivre en érigeant autour d'elle une forteresse de silence. Ce silence-là, qu'elle justifiait par la pudeur, était en réalité un rempart contre un monde qui ne cesse de réclamer, de commenter, de scruter. La France croyait connaître France Gall, mais elle n'en voyait que la surface. La véritable femme, celle qui doutait, qui pleurait parfois sans bruit, qui tentait de se reconstruire en protégeant son dernier enfant, appartenait à un autre territoire, un territoire secret, que Raphaël est aujourd'hui le seul à pouvoir décrire. Il raconte notamment ces soirées étranges où, dans leur maison plongée dans une semi-obscurité, sa mère écoutait en boucle les maquettes laissées par Michel. Elle ne disait rien, elle ne pleurait pas. Elle n'expliquait jamais ce qu'elle ressentait. Elle restait là, immobile, comme suspendue dans un entre-deux, partagée entre la présence et l'absence. Pour Raphaël, adolescent à l'époque, ces moments étaient à la fois sacrés et inquiétants. Il comprenait qu'il assistait à quelque chose de trop grand pour son âge, à un dialogue silencieux entre deux êtres dont l'un n'était plus là. C'était comme si elle continuait de lui parler, confie-t-il. Dans les années qui ont précédé sa mort, France Gall portait encore ce poids, cette fatigue d'avoir trop vécu, trop perdu, trop combattu. Son sourire public s'était fait plus rare, plus réservé, presque fragile. Derrière les portes closes, Raphaël voyait une autre réalité. Une réalité qu'il a longtemps protégée, persuadé que la vérité de sa mère ne devait pas être livrée aux interprétations. Il se souvient d'effondrements silencieux, de journées où elle restait allongée, incapable de se lever, comme écrasée par une tristesse qui dépassait toute explication. Elle se battait contre une forme de lassitude profonde, un épuisement qui ne venait pas seulement de la maladie, mais de toutes les blessures accumulées. Et pourtant, jusqu'au dernier moment, France Gall continua de cacher cette vérité au public. Elle ne voulait pas qu'on retienne d'elle une image affaiblie ou brisée. Elle refusait que sa mort devienne un récit spectaculaire, une tragédie exploitée. Mais ce refus, ce besoin de protéger sa dignité, a contribué à brouiller les véritables circonstances de sa fin, laissant place à des fantasmes, des rumeurs,
des versions déformées. C'est précisément pour cela que son fils prend aujourd'hui la parole. Ce qu'il révèle n'est pas un scandale, ni un secret honteux. C'est un morceau de vérité humaine, une vérité qui explique tout. Pourquoi elle s'était retirée, pourquoi son sourire semblait parfois absent, pourquoi elle n'a jamais réussi à panser totalement ses blessures. Raphaël raconte que, quelques semaines avant sa mort, il avait trouvé sa mère dans un état de vulnérabilité qu'il n'avait jamais vu auparavant. Elle lui avait parlé d'une fatigue qui ne s'en va plus, d'une impression que la lumière qui l'animait depuis toujours se retirait lentement. Elle lui avait confié qu'elle n'avait plus peur de partir, mais qu'elle redoutait de laisser son fils seul face à tout ce qu'elle n'avait jamais dit. Ce jour-là, il a compris que sa mère vivait ses derniers combats dans un isolement presque total, un isolement qu'elle avait elle-même choisi pour ne pas inquiéter ceux qu'elle aimait. Aujourd'hui, quand Raphaël évoque ces instants, on sent dans sa voix une forme de tremblement contenu, une émotion qu'il tente de maîtriser mais qui affleure à chaque mot. Il dit qu'il ne pouvait plus garder pour lui ce qu'il avait vu, entendu, ressenti. Non pas pour exposer la souffrance de sa mère, mais pour lui rendre cette humanité profonde que les projecteurs avaient trop souvent éclipsée. Ce qu'il révèle, c'est la vérité qu'elle n'a jamais osé dire tout haut. Derrière la star, il y avait une femme seule, courageuse, mais épuisée, qui avait trop aimé et trop perdu pour continuer à lutter dans le regard du public. Raphaël brise le silence pour que sa mère ne soit plus seulement un mythe figé, mais une femme de chair et de lumière, dont les dernières années ont été marquées par une lutte intérieure que personne n'avait mesurée. Et ce qu'il s'apprête à révéler ensuite est encore plus bouleversant. Et pourtant, ce que Raphaël s'apprête à révéler va bien au-delà de la douleur intime. C'est un tournant, un choix que France Gall a fait dans le secret le plus absolu. Une décision lourde de sens qui éclaire enfin les circonstances troubles de ces derniers mois. Car derrière son silence et son retrait progressif, il y avait non seulement l'épuisement d'une vie marquée par les pertes, mais aussi une vérité qu'elle avait mûrement pesée. Une vérité qu'elle avait décidé d'assumer seule, convaincue qu'elle ne devait en accabler personne. Selon son fils, cet acte, passé inaperçu à l'époque, a transformé de manière irréversible la manière dont elle a affronté sa fin. Il raconte qu'un soir d'automne, alors que la maison était plongée dans une tranquillité inhabituelle, sa mère l'avait appelé dans son salon, où seules quelques bougies éclairaient les portraits de Michel et de Pauline. Il dit qu'il n'avait jamais vu ce regard-là, un regard calme mais déterminé, comme si elle venait d'achever un combat intérieur qui lui avait coûté des années. C'est ce soir-là qu'elle lui avait confié ce qu'elle n'avait jamais dit à quiconque. Depuis plusieurs mois, elle avait choisi de ne plus lutter de la même manière contre la maladie. Non pas par résignation, ni par fatalisme, mais parce qu'elle avait compris que continuer de se battre comme avant revenait à prolonger un combat dont elle ne percevait plus le sens profond. Elle avait décidé de ne pas s'acharner, de préserver ce qui lui restait de paix, de se retirer doucement, sans bruit, dans un face-à-face intime avec elle-même et ceux qui l'avaient requitté trop tôt. Raphaël se souvient d'un silence étrange qui avait suivi ses paroles. Il n'avait pas su quoi répondre. Comment accepter qu'une mère, une femme que tant de Français avaient aimée, une artiste qui avait chanté l'espoir et la résistance, ait choisi, dans une ultime affirmation de liberté, de se protéger elle-même d'un acharnement qui ne lui ressemblait plus. À cet instant précis, il avait compris qu'il assistait à l'un des derniers actes d'indépendance de sa mère, un geste profondément humain, presque spirituel, que le monde extérieur n'aurait jamais pu deviner. Ce n'était pas une renonciation, c'était un choix de dignité. Dans les semaines qui ont suivi cette confidence, Raphaël raconte qu'il a observé un changement subtil chez sa mère. Sa douleur semblait toujours présente, mais quelque chose s'était apaisé. Elle n'était plus dans la lutte permanente. Elle avait retrouvé une forme de sérénité étrange, presque déroutante, une lucidité qui lui permettait de revisiter les souvenirs sans se briser à chaque fois. Il l'avait vue sourire, non pas de joie, mais d'une tendresse profonde, celle de quelqu'un qui se prépare doucement à mettre de l'ordre dans ce qui lui reste à offrir. Elle avait recommencé à écouter les compositions de Michel sans s'effondrer. Elle avait même repris un jour quelques notes au piano, comme pour saluer une dernière fois cet univers qui avait façonné sa vie et ses amours. Mais cette apparente accalmie cachait aussi une urgence secrète. France Gall avait compris que le temps qui lui restait devait être consacré à ce qui comptait vraiment, loin des caméras, des médias, des attentes du public.
Elle avait commencé à mettre en ordre ses archives, à choisir ce qui devait être transmis et ce qui devait rester dans l'ombre. Raphaël se rappelle l'avoir feuilleté de vieux carnets, à noter des dates, embrasser des photos, comme si chaque objet contenait un morceau d'elle-même qu'elle devait apprivoiser avant de s'en détacher. Elle n'avait jamais été aussi fragile, mais elle semblait en même temps étonnamment déterminée. Ce fut également durant cette période qu'elle prit une décision que Raphaël avoue avoir eu du mal à accepter, mais qu'il respecte aujourd'hui profondément. Elle avait refusé que ses derniers instants soient entourés du tumulte médiatique ou de spéculation. Elle avait demandé à son fils de protéger son intimité, de préserver le secret de sa fragilité, de ne jamais laisser le monde déformer sa vérité. Cette demande, Raphaël la porte encore comme un serment. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles il a si longtemps gardé le silence. Mais le poids de cette promesse, combiné au déferlement de rumeurs et d'interprétations qui ont suivi sa mort, l'a peu à peu convaincu qu'il devait rétablir ce que sa mère n'avait jamais voulu dire elle-même. Il révèle qu'à mesure que la fin approchait, France Gall avait souhaité rompre symboliquement avec l'image de l'icône. Elle ne voulait plus être regardée comme un monument figé dans les années 70 ou 80, mais comme une femme qui avait aimé, souffert, perdu, et qui avait trouvé, malgré tout, une forme de réconciliation intérieure. Elle avait confié à Raphaël que ce qui lui importait désormais n'était pas que l'on célèbre sa carrière, mais que l'on comprenne la femme derrière les refrains, celle qui avait tenté toute sa vie de concilier la lumière et l'ombre. Et puis, il y eut ce dernier changement, le plus déchirant, celui que Raphaël n'avait jamais raconté jusqu'à présent. Quelques jours avant sa mort, alors que la maladie gagnait du terrain, elle lui avait demandé de s'asseoir près d'elle. Sa voix était presque inaudible, mais ses mots étaient d'une clarté bouleversante. Elle lui avait dit qu'elle avait enfin pardonné à la vie. Pardonné les pertes, la douleur, les injustices, les années de solitude. Elle avait compris que le chagrin n'était pas une trahison, mais une preuve qu'elle avait réellement aimé. Ces mots ont marqué un tournant dans la conscience de Raphaël. Pour la première fois, il voyait sa mère non plus comme une survivante, mais comme une femme qui avait trouvé la paix là où il ne voyait que des ruines. Ce moment a été pour lui un choc, une révélation. Il a compris que la véritable force de sa mère n'avait jamais résidé dans son succès, ni dans son image publique, mais dans cette capacité à se tenir debout, même quand tout s'effondrait autour d'elle. Et c'est précisément cette vérité-là, intime, fragile, essentielle, qu'il souhaite enfin transmettre aujourd'hui. Une vérité que personne n'avait jamais osé dire, parce qu'elle ne parle ni de carrière, ni de gloire, mais de ce qui reste quand les projecteurs s'éteignent, la dignité, le courage, la vulnérabilité d'une femme qui jusqu'au bout a protégé ceux qu'elle aimait plus qu'elle-même. Et pourtant, ce que Raphaël va révéler ensuite dépasse tout ce qu'on imagine. Car derrière la paix apparente de ces derniers jours, il y avait un secret plus profond encore, un secret qui éclaire d'une manière nouvelle la fin de France Gall et qui continue, aujourd'hui encore, de hanter son fils. Et c'est précisément à partir de ce secret, enfoui au cœur de ces derniers jours, que commence la véritable transformation de France Gall, une métamorphose intime que personne n'aurait soupçonnée, et que Raphaël décrit aujourd'hui comme la seconde naissance de sa mère. Car derrière la fragilité qui marquait ses gestes, derrière le souffle court, derrière l'ombre de la maladie qui se resserrait autour d'elle, quelque chose s'illuminait discrètement, comme une flamme qui refuse de s'éteindre avant d'avoir dit l'essentiel. Cette lumière-là n'était pas celle des projecteurs, mais celle d'une compréhension profonde, presque spirituelle, née au terme d'un chemin long et douloureux. Une lumière qui ne demandait plus à briller pour être vue, mais à éclairer doucement ceux qui avaient été blessés. Raphaël raconte qu'après cette ultime confidence, il avait senti chez sa mère une forme d'apaisement surprenant, presque déroutant. Elle ne parlait pas d'espoir au sens où l'entend le public, ni de guérison miraculeuse. Ce qu'elle exprimait était plus subtil, plus vrai. C'était l'idée que la vie n'est pas faite pour être gagnée ou perdue, mais pour être acceptée dans toute sa complexité. Pendant longtemps, elle s'était débattue contre ce qu'elle ne comprenait pas, refusant que la souffrance prenne trop de place, s'imposant une forme de courage qui ressemblait parfois à une armure. Mais à la fin, cette armure était devenue inutile. Elle n'avait plus besoin de se protéger. Elle pouvait enfin se laisser traverser par ce qui lui arrivait sans se sentir menacée. France Gall avait toujours été une femme pudique,
Mais son silence des derniers mois n'avait plus rien à voir avec la peur de se montrer vulnérable. Ce silence, désormais, avait une autre nature. C'était un silence d'accueil, un silence de paix, comme si elle avait trouvé la réponse à toutes les questions qui l'avaient tourmentée. Elle ne cherchait plus à comprendre pourquoi elle avait perdu Michel, pourquoi Pauline était partie trop tôt, pourquoi la vie l'avait obligée à survivre aux êtres qu'elle aimait le plus. Elle avait cessé de lutter contre le chagrin pour mieux l'apprivoiser. La douleur n'était plus une ennemie, confie Raphaël. Elle était devenue une partie d'elle, une partie qu'elle avait enfin acceptée. Cette acceptation-là a changé toute la fin de son existence. Elle ne traversait plus chaque jour comme une bataille, mais comme une étape d'un voyage dont elle connaissait désormais la direction. Certaines nuits, Raphaël l'a trouvée assise dans son fauteuil, les yeux fermés, respirant lentement comme quelqu'un qui écoute un murmure intérieur. Il ne savait pas exactement ce qu'elle percevait, mais il sentait qu'elle s'était reconnectée à quelque chose de plus grand qu'elle, une forme de continuité invisible qui reliait ses souvenirs, ses blessures et ses joies passées. Cette continuité, elle ne l'avait jamais perçue avec autant de netteté. Et c'est cela, dit-il, qui lui avait donné la force de se réconcilier avec son propre destin. « Je ne suis plus en colère », lui avait-elle murmuré un soir, d'une voix presque absente. Pour Raphaël, ces mots ont été un choc. Il savait combien sa mère avait souffert, combien certains deuils avaient laissé en elle des traces indélébiles. L'entendre parler sans rancœur, sans amertume, relevait presque du miracle. Elle ajouta « La vie ne m'a pas prise à revers. Elle m'a simplement emporté là où je devais aller. » Ces phrases, il les a gravées en lui comme une clé qui lui a permis de comprendre ce qu'il n'avait jamais vu clairement. Sa mère ne quittait pas la vie dans la peur ou la révolte, mais dans une forme rare de lucidité et de gratitude. Cette gratitude, d'ailleurs, se manifestait dans les gestes les plus infimes. Elle caressait les couvertures pliées, rangeait ses lettres, relisait des notes manuscrites laissées par Michel, non plus avec désespoir, mais avec une tendresse infinie, comme si chaque trace du passé était un cadeau qu'elle redécouvrait. Elle disait que rien ne lui appartenait vraiment, ni les joies, ni les peines, ni même les chansons qui avaient rendu son nom immortel. Tout avait été une traversée, une expérience, rien de plus. Et c'est cette philosophie, simple mais bouleversante, qu'elle a tenté de transmettre à son fils dans les derniers instants. Raphaël raconte que cette transformation de sa mère l'a profondément marqué. Lui qui avait grandi dans la peur de tout perdre, dans l'angoisse de survivre à ceux qu'il aimait, voyait soudain une autre manière de vivre, une autre manière de comprendre la perte. Sa mère ne lui offrait pas une leçon au sens classique, mais une manière d'être, une manière de ne plus résister à ce qui ne peut être changé. Elle lui montrait par l'exemple que la vie ne se résume pas à ce qu'on garde, mais à ce qu'on accepte de laisser partir. Cette idée, dit-il, a radicalement changé la manière dont il a traversé son propre deuil. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait moins seul. Il comprenait enfin qu'il n'avait jamais été chargé de continuer la vie de sa mère ou de porter ses combats. Elle ne lui avait jamais demandé d'être son héritier émotionnel, elle lui demandait seulement d'être lui. Cette révélation l'a libéré d'un poids immense, celui de vivre dans l'ombre d'un mythe. Dans les jours qui suivirent sa mort, au lieu d'être écrasé par la douleur, Raphaël dit avoir ressenti une forme étrange de clarté. Il savait que sa mère avait trouvé la paix. Il savait aussi que cette paix n'était pas la fin d'un récit, mais une continuité qui l'invitait, lui, à trouver sa propre voie. C'est dans cet état d'esprit qu'il a commencé à revoir la musique, non plus comme une injonction familiale, mais comme une possibilité, un espace où il pourrait exister librement sans la crainte de trahir l'héritage de ses parents. Il raconte que c'est la première fois qu'il a posé les mains sur un piano sans ressentir la pression invisible qu'il portait depuis l'enfance. Il ne jouait pas pour ressembler à Michel ou pour lui rendre hommage. Il jouait pour respirer. Il jouait pour comprendre, pour laisser couler ce qui avait été retenu trop longtemps. Et c'est précisément à ce moment-là, alors que tout semblait perdu, que quelque chose s'est ouvert en lui. Une sensation nouvelle, presque imperceptible, mais déterminante. Une sensation de recommencement. Comme si la mort de sa mère, loin de fermer un chapitre, en ouvrait un autre. Un chapitre où, enfin, la lumière ne venait plus de l'extérieur, mais de l'intérieur. Une lumière héritée non pas de la gloire de France Gall, mais de sa sagesse ultime. Ce processus de renaissance intérieure, Raphaël ne l'aurait jamais imaginé. Et pourtant,
Il était là, au cœur même du manque, au cœur même du chagrin, car la véritable transmission de sa mère n'était pas musicale, ni artistique. Elle était humaine. Elle était cette capacité à se réconcilier avec le monde, à ne plus chercher de sens absolu, mais à accueillir ce qui vient, ce qui part, ce qui demeure. Elle lui avait offert, sans le savoir, une philosophie de vie qui allait orienter tous les choix qu'il ferait après elle. Et c'est précisément de cette renaissance, discrète, intime, inattendue, que naît ce que Raphaël va révéler ensuite, une vérité qui bouleversera non seulement son histoire personnelle, mais aussi la manière dont nous regardons tous la fin de France Gall. Il y eut alors, dans le cœur de Raphaël, un espace nouveau, un espace qu'il n'avait jamais vu venir, comme si la disparition de sa mère avait laissé derrière elle non pas un vide, mais une ouverture. Une ouverture vers une manière différente de marcher dans le monde, plus souple, plus calme, moins obsédée par la peur de perdre. En observant la manière dont France Gall avait affronté sa fin, non pas avec résignation, mais avec une lucidité tendre, il avait compris que la vie n'est pas une succession de combats à gagner, mais une succession d'instants à accueillir. Cette idée, si simple et pourtant si profonde, s'était déposée en lui comme une évidence tardive, une évidence qui renaît dans le silence, là où les mots ne suffisent plus. Il raconte qu'au lendemain de la mort de sa mère, il avait passé des heures dans son salon à regarder les objets qu'elle avait laissés derrière elle. Des photos annotées, des carnets remplis de chansons jamais enregistrées, des lettres d'amis, de fans, de proches. Chaque objet semblait vibrer encore de sa présence. Mais pour la première fois, il ne ressentait plus cette douleur tranchante qui l'avait accompagné toute son adolescence. Il ressentait une forme de douceur, presque une gratitude. La gratitude d'avoir été le fils d'une femme qui avait connu les tempêtes et la lumière, qui avait aimé sans retenue, souffert sans jamais perdre sa dignité, et qui, au terme de son chemin, avait trouvé une paix que peu de gens ont la chance de toucher. Avec le temps, cette paix est devenue une boussole, une force intérieure qui l'a accompagné dans les choix qu'il a faits. Relancer son propre travail artistique, soutenir des voix nouvelles, transmettre l'héritage de ses parents sans le figer dans un musée silencieux. Il dit souvent que sa mère lui a appris, en mourant, ce qu'elle avait tenté de lui dire toute sa vie. Que l'existence n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être vraie, qu'il n'est pas nécessaire de briller pour toucher, et qu'il n'y a pas de honte à être fragile. La fragilité, disait-elle, est parfois la forme la plus pure du courage. C'est cette leçon qui traverse tout ce qu'il partage aujourd'hui. En prenant la parole, en révélant ce que personne n'avait osé dire, il ne cherche pas à créer un mythe de plus, ni apparaît la disparition de sa mère d'un voile dramatique. Il cherche simplement à lui rendre son humanité, cette humanité souvent oubliée derrière les chansons, les trophées, les souvenirs collectifs. Il veut rappeler que France Gall n'était pas seulement une voix qui a marqué plusieurs générations, mais une femme qui s'est battue contre la douleur avec une tendresse inébranlable, une femme qui a appris à pardonner à la vie, même lorsqu'elle semblait lui retirer tout ce qu'elle aimait. Et dans cette transmission intime, dans cette vérité qu'il offre enfin au monde, se dessine une dernière forme de renaissance, celle où l'on comprend que les êtres que nous avons perdus ne disparaissent jamais vraiment. Ils se logent dans nos gestes, dans nos choix, dans les instants où l'on hésite, dans les moments où l'on aime. Ils nous accompagnent d'une présence plus silencieuse, mais plus forte encore que lorsqu'ils étaient au là. C'est ainsi que France Gall continue de vivre, non seulement dans ses chansons, mais dans la manière dont son fils respire, dans la manière dont il avance, dans la manière dont il raconte aujourd'hui ce qu'il n'avait jamais pu dire. Peut-être est-ce là, après tout, le véritable héritage. Non pas une histoire figée, ni une image dorée, mais une invitation à regarder la vie avec davantage de douceur, à accepter que la lumière et l'ombre coexistent, à comprendre que la douleur ne détruit pas tout. Elle transforme, elle sculpte, elle ouvre des chemins inattendus. France Gall a traversé des épreuves que beaucoup n'auraient pas supportées, mais elle a su, jusqu'au dernier moment, préserver une forme de clarté intérieure, une fidélité à elle-même qui force le respect. Alors, en refermant cette histoire, peut-être pouvons-nous retenir ceci. La paix n'est pas un état que l'on atteint par la force, elle est une rencontre. Une rencontre avec soi, avec ce qu'on accepte enfin de laisser aller, avec ce qu'on choisit de garder, avec ce qu'on décide de transmettre. Et cette paix, France Gall l'a trouvée. Elle l'a offerte à son fils.
Et aujourd'hui, grâce à lui, elle nous touche encore, à travers cette vérité simple et bouleversante qu'il a enfin osé partager. Si cette histoire résonne en vous, si elle vous rappelle quelqu'un que vous avez aimé, quelqu'un que vous avez perdu, quelqu'un que vous portez encore dans votre cœur, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Votre témoignage compte. Et si vous souhaitez découvrir d'autres récits intimes, d'autres parcours de vie qui éclairent nos propres chemins, pensez à vous abonner à la chaîne et à laisser un j'aime pour soutenir ce travail de mémoire. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous.